Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité Antoine Armand. Bonjour. Bonjour. Ministre de l'économie de Michel Barnier jusqu'au 23 décembre dernier, vous êtes donc particulièrement bien placé pour savoir quel est l'état réel des finances publiques. Dette abyssale, déficit hors de contrôle, croissance en berne. La France est-elle en état de faillite ? Comment faire du budget 2025 la première étape vers le redressement de l'économie française? Est-ce possible? Et puis avec dans ce contexte une nouvelle donne internationale, l'arrivée lundi de Donald Trump à la Maison-Blanche. Quelles conséquences pour la France et pour la zone euro? L'Europe est-elle prête à la guerre commerciale que lui promet Trump? Mais pour commencer, Antoine Armand, l'actualité de ce week-end, l'actualité de ce dimanche. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu hier les images de ces 4 otages israéliens enfin libres et comment dire en Israël rentrer à la maison? J'ai pensé à ces otages, j'ai pensé à leur famille et je me suis dit, enfin, elles vont pouvoir pleurer. Après plus d'1 an et demi d'angoisse, de supplice, enfin le soulagement, enfin donner libre cours à la tristesse, raconter sans doute un peu après ce qu'elles ont vécu. Et puis, je peux pas ne pas vous dire que j'ai été écœuré, dévasté par les images de propagande, de mise en scène par le Hamas. Et je pense que c'est un moment parmi d'autres où on voit à quel point nous avons affaire à un adversaire, à un ennemi qui ne respecte rien, qui ne respecte évidemment pas les droits de l'homme, qui a mené des attaques terroristes et qui, même dans ces moments de douleur, continue, comme tout régime, comme toute pensée totalitaire, à mettre en scène, à s'appuyer sur la faiblesse et la détresse des êtres humains. Vous dites un ennemi, ça veut dire que ces terroristes du Hamas et puis leurs amis du Hezbollah et des autres, ce sont aussi les ennemis de la France. Et ce sont d'abord les ennemis de la France. Parce que la France, c'est un pays, une grande nation, mais c'est aussi une nation qui a toujours défendu, et on y reviendra peut-être, les droits de l'homme, l'universalisme. Donc tout ce qui s'oppose à la raison, à l'universalisme, aux droits des femmes et des hommes, puisque, et on y reviendra aussi sans doute, les femmes israéliennes ont été des victimes absolument terribles des attaques terroristes du 7 octobre, avec du féminisme à géométrie variable. D'ailleurs, on l'a vu. Vous faites allusion aux organisations féministes. Mais et à un certain nombre de partis de gauche. Je constate que beaucoup ont été gênés de parler des violences sexuelles, des viols, des agressions qui ont été commises contre ces femmes, comme si il fallait absolument défendre, excuser, trouver une légitimité à certains, y compris quand ils commettent les pires horreurs. Et alors, l'angoisse continue, puisque on ne sait pas ce que sont devenus, si tous les otages sont encore vivants. L'armée israélienne, Tsahal, a annoncé hier considérer que le petit Kfir, 2 ans, 9 mois au moment de son enlèvement, et son frère 4 ans et leur maman, Shiri Bibas, sont morts. Et pourtant, ce choix du Hamas apparaît même validé, la mise en scène dont vous parliez, validée par la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a-t-elle vraiment joué son rôle depuis le pogrom du 7 octobre ? Je ne suis pas en mesure de vous répondre et je pense que les enquêtes, les investigations devront être menées. Ça me permet de rappeler que l'accord ne portait pas sur des soldates, même observatrices, mais sur les femmes civiles qui ont été kidnappées par le Hamas et qui ne sont pas libérées et qui en restent et auxquelles nous devons penser toujours et pour lesquelles nous devons tout faire pour la libération. Parce que nous avons d'un côté un mouvement terroriste qui a enlevé des femmes, des hommes, jusqu'à des bébés, qui étaient à un festival, qui étaient en liberté, qui étaient innocentes, et de l'autre côté, des prisonniers. C'est 33 contre 200, 1000 prisonniers qui parfois ont commis des crimes. C'est là qu'on voit toute la différence qu'il y a entre une nation démocratique qu'est Israël et un mouvement terroriste, le Hamas. Est-ce qu'on peut mettre sur le même plan la libération de ces otages, israéliennes, et celle, en échange de leur libération, de centaines de terroristes du Hamas dont vous parlez, du djihad, du FPLP, qui ont du sang israélien sur les mains. 120 de ces terroristes ont été condamnés à des peines de prison à perpétuité. Est-ce qu'on peut mettre sur le même plan ? Bien sûr que non, et on voit à quel point aujourd'hui Israël est contraint, pour obtenir la libération de ces otages, de ces civils, de ces innocents, de faire ce type de choix absolument terrible, y compris certains qui ont pu avoir des actions, une complicité dans des actions terroristes. Et c'est important de le rappeler parce que on voit bien aujourd'hui comment les gens essayent de brouiller les pistes, de faire comme si d'un côté le Hamas et de l'autre une nation démocratique qui respecte les règles, c'était la même chose. Comme si un prisonnier palestinien qui a participé à des actions de guerre, qui a participé à des actions terroristes ou d'enlèvement, et de l'autre une femme, un bébé
de 2 ans pouvait être mis sur le même plan. Il ne faut jamais laisser passer ça et ne jamais tomber dans la confusion. Brouiller les pistes. France Info Télé, hier, a provoqué un tollé en évoquant 200 otages palestiniens au sujet des prisonniers libérés par Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas. La direction de France Info a reconnu ensuite une erreur inadmissible et sanctionné le responsable. Et pourtant, une décision dénoncée par LFI, par la France Insoumise, et notamment par, vous la connaissez, votre collègue la députée Ercilia Soudé, qui a considéré que France Info a ainsi empêché son journaliste de faire son travail. Alors d'abord, je voudrais saluer la décision de France Info. Je me dis d'ailleurs que si la personne a été suspendue, c'est que c'était, l'enquête le montrera, mais délibéré, volontaire, fait sciemment. Et c'est extrêmement grave, parce que vous avez des gens qui doivent délivrer une information claire et qui mettent, ce qu'on se disait à l'instant, la confusion dans les mots. Une fois que vous avez dit que les prisonniers palestiniens qui sont des soldats sont des otages, alors quelle différence y a-t-il avec les otages israéliens? Mais ça veut dire justifier le terrorisme. Hein, et donc, au fond, ça veut dire mettre sur le même plan des actes de guerre, des actes de terrorisme et des civils. Quant à la députée LFI dont vous parlez, je pense que... Donc on précise, Ercilia Soudé. Chaque semaine qui passe, et malheureusement encore plus depuis le 7 octobre, elle s'est illustrée. Vous savez, ce qui est le plus choquant peut-être, c'est qu'elle est vice-présidente du groupe contre l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. Comment oser... Et l'anti- l'antisémitisme visiblement, depuis le 7 octobre, et on y reviendra sans doute, il y a des actes, il y a des clins d'œil, il y a des mots, il y a des manières de s'exprimer et des moments aussi de s'exprimer qui sont tout simplement intolérables et qui font honte au pays. Alors, comment vous expliquez justement que cette propagande du Hamas soit relayée ainsi en France par la France Insoumise depuis 15 mois? Comment vous expliquez la stratégie de Mélenchon et des élus LFI? Je crois qu'il y a chez la France Insoumise, au-delà de la volonté de provoquer en permanence, d'attaquer en permanence, quelque chose de beaucoup plus grave. LFI veut importer le conflit et veut importer un conflit déformé. Pas le conflit d'un pays qui répond à des actes terroristes ignobles, ceux du 7 octobre, avec des méthodes et avec des conséquences qu'il faut parfois dénoncer, qu'il faut avoir le courage de dénoncer, comme les Israéliens eux-mêmes le font en Israël. Mais ils importent un conflit imaginaire parce qu'au fond, et je vais le dire, vous me pardonnerez de manière très cash, je crois qu'ils essayent d'imposer une guerre des religions en France. C'est-à-dire une guerre des communautés. Mais parce que vous le voyez bien... Je vous pose la question directement. Guerre des religions, ça veut dire guerre des Juifs contre les Arabes, des Juifs contre les musulmans? Je crois que le logiciel de LFI est devenu profondément communautariste, voire à certains égards raciste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour la France insoumise, les personnalités juives ou attachées à Israël seraient forcément des complices de ce qu'ils appellent de manière totalement ignoble un génocide. Ils associent les juifs de France et puis les Israéliens. Vous savez, il y a 100 ans, quand on entendait l'antisémitisme, on parlait d'israélites, on parlait de sionistes. Aujourd'hui, ce sont d'autres termes, mais c'est la même chose. Et puis alors, de l'autre côté... Il y a eu israélite, comme vous dites, il y a eu Youpin, hein, il y a eu sioniste, maintenant c'est génocidaire. Oui, parce qu'il ne faut jamais, dans l'antisémitisme et dans les règles actuelles, il ne faut jamais désigner directement, il faut contourner, il faut éviter, mais on comprend. Et donc d'un côté, on veut assigner les Juifs de France et les personnes qui s'en sentent proches à la complicité à un prétendu génocide, et de l'autre côté, les personnes des quartiers qui ont parfois des origines du Proche-Orient ou d'autres devraient être forcément en colère contre telle ou telle partie de la population. Mais qu'est-ce que c'est dangereux et surtout qu'est-ce que c'est faux? Mais qu'est-ce que c'est faux? Non mais je le dis quand même une seconde. Pourquoi est-ce qu'en fonction de son appartenance, de ses origines géographiques ou religieuses, on devrait avoir un avis? On a une sensibilité différente sur le conflit au Proche-Orient, bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on doit être ramené à son identité? C'est le contraire de la République, ça. Et donc vous dites, c'est vos termes, hein, le LFI veut imposer une guerre des religions. Mais on a ce sentiment qu'il faut opposer les communautés. De fait de leur appartenance religieuse, de leurs origines géographiques, et ça c'est insupportable. Alors quand vous constatez que Rima Hassan, députée européenne, fait la promotion sur son compte X de la mise en scène nauséabonde du Hamas dont on a parlé, après avoir été depuis 15 mois soutien de la entre guillemets résistance du Hamas, de la mer au Jourdain, du Hezbollah, de l'Iran, du régime d'Assad et de l'Algérie, en refusant de voter au Parlement européen la semaine dernière, enfin cette semaine, une résolution demandant la libération de Boualem Sansal, qu'est-ce que ça vous inspire? Je me rappelle que Rima Assad a jugé légitime le mode d'action du Hamas, comprenant qu'on puisse parler de résistance envers ces organisations terroristes.
Je me rappelle donc que cette femme a considéré que des actes terroristes barbares étaient légitimes. Je vois aujourd'hui que cette femme élue de la nation, députée européenne, comprend les fatwas. Alors, là, vous faites allusion à Boualem Sansal. À Boualem Sansal. Donc vous avez une députée européenne censée défendre pas seulement son pays, la France, mais aussi les valeurs de l'Union européenne, les valeurs de la France, qui a excusé les terroristes et qui aujourd'hui lance des fatwas contre les journalistes et les écrivains. Comprend les fatwas ou encourage les fatwas ? Visiblement les comprend puisqu'elle ne les condamne pas, elle vote même contre la libération. Vous vous rendez compte, est-ce que franchement, de vous à moi, est-ce qu'on aurait imaginé un jour une élue se réclamant de la gauche s'opposer à la libération d'un écrivain enfermé de manière totalement arbitraire, et puis, et c'est votre point, c'est celui que vous avez souligné, reprendre les mots et la propagande du régime algérien, disant que Boualem Sansal n'a pas été arrêté parce qu'il a été écrivain, mais parce qu'il aurait nui à la sûreté de l'État algérien. Mais enfin, on croirait à une farce folle d'un régime totalitaire. Comme les communistes dans les années, jusqu'aux années 90, défendaient le régime la force des dictatures, ouais. La force des dictatures et de ceux qui les défendent, c'est qu'il y a toujours une bonne raison de ne pas respecter le droit quand ça vous arrange. Alors on n'est pas d'accord avec Boualem Sansal, donc c'est pas grave qu'il soit enfermé. Et si ça avait été un écrivain proche de LFI ou un journaliste proche de LFI, qu'est-ce que vous croyez qu'elle aurait fait, Rima Hassan ? J'imagine qu'on aurait déjà eu le droit d'être accusé de complicité de tous les maux de la terre. Donc la vérité, c'est que ces gens-là, ils défendent pas la démocratie, ils défendent pas la liberté d'expression, et que vous avez Rima Hassan, mais vous avez LFI. Alors vous avez dû voir les députés LFI. Il n'y en a pas un qui a voté pour la libération de Boualem Sansal. Il y en a qui étaient malades, il y en a qui n'ont pas pris part au vote, il y en a Manon Aubry qui se sont abstenus, et puis il y a Rima Hassan qui a voté contre. Et Emmanuel Bompard qui justifie tout ça. Et évidemment, après, qui accuse tout le monde de racisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que LFI a perdu le droit de parler des droits des femmes et des hommes en France et dans le monde. Est-ce que LFI est le parti de l'étranger ? Le parti des Rima Hassan, par exemple, députée européenne française ou agent des dictatures et terroristes islamistes et arabes ? Ce que je vois, c'est que dans le cas de cette femme, dans le cas d'autres députés LFI, on défend tous les autres pays, tous les autres groupes, fussent-ils radicaux, fussent-ils totalitaires, fussent-ils dictatoriaux, plutôt que défendre la France, les Françaises et les Français et ses valeurs. LFI, parti de l'étranger ? Mais je crois que ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que ceux qui reprennent la propagande, ceux qui utilisent les mots de l'étranger, desservent la France et, au fond, trahissent les valeurs fondamentales de notre pays. Alors, une partie de l'opinion française, et notamment LFI, a relativisé le pogrom du 7 octobre, ses crimes de masse et ses viols, avec parallèlement, peut-être conséquence de cela, une montée exponentielle de l'antisémitisme en France, en Europe et même dans le monde. Comment faut-il comprendre que 80 ans après la libération d'Auschwitz, puisqu'on commémore cette libération d'Auschwitz demain, 27 janvier, que la plaie antisémite se rouvre ainsi ? Je crois que malheureusement, il faut le reconnaître, la plaie antisémite ne s'est jamais totalement fermée. Elle a, et beaucoup l'ont écrit depuis des décennies, toujours été présente parce que c'est la pensée du bouc émissaire, c'est la pensée anti-républicaine des ennemis de l'intérieur, c'est la pensée, au fond, facile, dangereuse, qui s'impose et qui, aujourd'hui, renaît. Et avec cet antisémitisme importé, fabriqué artificiellement, où se rejoignent, au fond, les extrémistes de tous bords, parce que c'est présent. C'est présent au fin fond de l'extrême droite, dans l'identité de l'extrême droite, c'est présent au fin fond de l'identité de l'extrême gauche, et cela ressort aujourd'hui, et ça ressort au fond au pire moment. Au moment où les communautés reprennent de la force en France, alors que nous avons besoin de République. Au moment où les gens se définissent de plus en plus selon leur origine et leur religion, plutôt que de se définir comme des citoyens français. Alors, cette commémoration de la libération d'Auschwitz, est-ce qu'elle résonne de façon particulière en vous et chez vous ? Oui, d'abord, il y a eu 1 million de morts à Auschwitz. Et Auschwitz, c'est la manifestation du fait que la Shoah est et restera un événement unique dans le monde. Pas seulement par son ampleur, mais par la déshumanisation, par le stade d'horreur à laquelle l'humanité est arrivée à ce moment-là et à laquelle l'humanité a perdu une part d'elle-même. Et donc oui, à Auschwitz, 1 million de personnes sont mortes. Des membres de ma famille sont mortes à Auschwitz. C'est-à-dire ? Des membres de ma famille sont mortes à Auschwitz. Donc quand je vous en parle... Donc déportés, assassinés, gazés parce qu'ils étaient juifs. Quand je vous en parle aujourd'hui, j'ai aussi dans ma famille, par ailleurs, des membres de la résistance. Je peux vous dire que cette plaie, elle ne se ferme jamais. Et quand j'entends aujourd'hui certains qui inversent l'accusation génocidaire,
Je me dis peut-être que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le mot génocidaire est aujourd'hui le nouveau mot pour dire sioniste, pour dire sage de Sion, pour dire israélite, bref. Pour dire juif. Pour dire juif et pour accuser les juifs de tous les maux de la terre, plutôt que de regarder les choses en face. Et ça vous fait mal ? Bien sûr que ça fait mal, mais surtout c'est très grave. C'est très grave parce que c'est très concret. Ce sont les 1000 actes antisémites, les 1500 actes antisémites en 2024. Vous savez, peut-être qu'il y a quelques mois ou quelques années, quand on avait cette discussion, les Françaises et Français, les jeunes qui l'apprennent à l'école, quand on parlait d'antisémitisme, commençaient à avoir le sentiment que c'était très théorique. Ils disaient, bien sûr, évidemment, c'est mal, il ne faut pas être antisémite, mais avaient même regardé les images qu'on a pu connaître de la nuit de cristal, où on écrit des inscriptions sur des magasins, sur des commerces, sur des appartements. On avait l'impression que c'était très loin, que c'était très théorique. Et voilà, nous sommes rattrapés par la plaie antisémite, et nous devons nous battre pied à pied. 80 ans après, si les membres de votre famille qui ont été déportés parce qu'on est juif étaient là, qu'est-ce qu'ils diraient ? Une question impossible, je vous reconnais bien là. Je pense que, au fond, beaucoup ne seraient pas étonnés. Beaucoup ne seraient pas étonnés de voir que l'antisémitisme, la lutte contre l'antisémitisme est un combat permanent et sans doute voué à durer encore. Mais et quand l'antisémitisme vient de la gauche ? Oui, c'est une trahison supplémentaire. Les clins d'œil antisémites, le fait d'attiser l'antisémitisme. Là, vous parlez de LFI, on est d'accord ? Oui, de la part de ceux et de celles qui devraient être du côté de la défense républicaine, de l'universalisme, et surtout, dit des minorités, puisque c'est leur combat permanent. Mais visiblement, c'est à géométrie variable. Joël Sfar, qui était la semaine dernière ici, l'invité de Radio J, des Enfants de la République, accusait même LFI d'être le premier parti antisémite de France. Il a raison ? Et ce sont ces mots. Je crois que chaque élu de la nation, quelle que soit son étiquette, devrait peser le poids des mots. Et devrait aussi se défaire de l'influence nauséabonde de Jean-Luc Mélenchon, qui, sur ces questions-là, a été toujours plus loin, précisément, et je veux le dire ici de manière très simple, pour des raisons communautaristes, en croyant que... Électoraliste ? Oui, électoraliste, communautariste, en croyant que désigner un ennemi, un adversaire, allait permettre de souder un électorat prétendu. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui, dans le cadre de cette élection municipale partielle à Villeneuve-Saint-Georges. Oui, dont nous ne parlons pas parce que nous sommes en période de réserve, mais les Français sont des citoyens responsables adultes. Ne parlons pas d'abord à leurs origines religieuses, à leurs origines communautaires, à leurs origines géographiques. Nous sommes Français, nous avons tant à partager ensemble, et surtout pas la haine de l'autre. Le 7 octobre, il a réveillé les origines juives que vous avez en vous ? Pour plein de raisons personnelles, elles sont présentes au quotidien, même si elles sont lointaines. Ce qui est important, c'est nous sommes tous, je suis un bon exemple, nous sommes tous en France constitués de dizaines, de centaines d'origines. Les nier, ça n'a aucun sens, c'est notre identité. En faire un étendard, en faire la raison de tout engagement, ce n'est pas non plus absolument la nécessité aujourd'hui politique de la citoyenneté. Mais vous savez, la phrase de Marc Bloch, je ne dis jamais que j'ai des origines juives ou que je suis juif, sauf face à un antisémite. Et donc vous dites face à Mélenchon ? Et donc il faut avoir le courage à chaque fois qu'on a l'impression que l'attaque est pour quelqu'un d'autre, de dire ça pourrait me concerner aussi, ça me concerne aussi. Alors, autre dossier d'actualité, c'est le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, une semaine donc marquée par sa prise de fonction lundi comme 47e président des États-Unis. Qu'est-ce que va changer l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche ? Nous allons malheureusement le découvrir très vite, parce qu'au-delà des actes malheureusement, et des décrets, parce que ça va être une catastrophe pour le monde. Trump va mettre l'Europe à l'épreuve. Et pas seulement à l'épreuve des nerfs. Je croyais que vous alliez dire à feu et à sang. Trump va mettre l'Europe à l'épreuve, et d'abord à l'épreuve de ses propres faiblesses. Parce que quand Trump des faiblesses de l'Europe, pas de Trump. Des faiblesses de l'Europe. Quand Trump signe des ordres exécutifs, des décrets, une centaine de décrets dans un stade, bien sûr, il y a la part de spectacle, mais il y a quelque chose de profondément perturbant, c'est que par son administration, par son tempérament, Trump peut en quelques jours, en quelques heures peut-être, prendre des décisions douanières, commerciales, qui vont avoir un impact pour des années
sur notre industrie, pendant que nous autres, Européens, et je peux vous le dire, puisque j'y ai assisté de près comme ministre de l'économie, mettons des semaines, des mois, parfois à nous accorder sur un papier préparatoire à une décision. Donc il faut se le dire très calmement. Soit on change complètement notre logiciel, soit on décide que l'Europe, c'est pas simplement une instance qui se réunit et qui peut prendre des décisions sous 2 ou 5 ans qui sont au tiers du quart de l'ampleur de l'attaque de Trump, de l'agression commerciale qui pourrait avoir lieu. Soit on change, soit on sera balayé complètement. On va parler de ces conséquences économiques, financières, budgétaires de l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, mais d'abord, les conséquences, on va dire, idéologiques. Raphaël Glucksmann, il dit qu'il faut commencer la résistance dans la bataille idéologique engagée par Donald Trump, et il cite aussi Elon Musk. Il a raison ou pas ? Il a raison parce que on voit bien le travail idéologique qui est mené par... Et d'ailleurs, Elon Musk, qui hier a considéré, lors d'un rassemblement de l'extrême droite allemande de l'AfD, qu'il y a trop d'accent sur la culpabilité passée en Allemagne. On voit le travail idéologique terrible qui est mené par Trump et par Musk. C'est d'abord la vérité alternative qui consiste à répéter tellement de fois un mensonge que même vous et moi avons du mal à être sûrs que c'est pas la vérité. Et puis la deuxième chose, c'est d'attaquer des tabous en donnant l'impression qu'il libère la parole. Mais qu'est-ce qu'il libère ? Il libère la haine. Il au singulier ou il au quand pluriel ? Musk parle quand Musk parle au congrès de l'AfD en Allemagne, un parti jugé extrémiste par tout le monde, y compris par la droite radicale partout en Europe, pour lui dire soyez fiers d'être allemand, et sous-entendu attaquer ceux que vous jugez néfastes à l'Allemagne. Est-ce qu'il y a besoin d'une explication supplémentaire ? Nous sommes face à une forme de développement d'une idéologie non plus seulement nationaliste aux États-Unis, mais partout, qui va être soutenue, et vous le voyez avec Elon Musk, sous couvert de progrès, sous couvert d'innovation, sous couvert de liberté d'expression. Et d'ailleurs, sans faire de parallèle historique, à chaque fois qu'il y a eu une idéologie très forte, très violente, très radicale qui s'est imposée, ça s'est toujours fait au nom de la liberté d'expression. Laissez-nous dire ce qu'on pense. Mais vous pouvez le penser, mais quand c'est dangereux pour le pays, quand c'est illégal, quand ça vise, quand c'est une incitation à la haine d'autres personnes, c'est non. Et le réseau X, il est dangereux pour le monde ? Le réseau X de Elon Musk. On en connaît exactement les intérêts, les limites, les dangers aussi. Mais et l'utilité ? Et l'utilité pour diffuser de la connaissance. Là-dessus, il faut être très ferme. Il n'est pas question, en tout cas par exemple pour moi, il n'est pas question de quitter X. Il est question que X se conforme aux règles européennes. La souveraineté, c'est pas d'interdire quelque chose que vous aimez pas, ou qui vous déplaît, ou sur lequel vous n'êtes pas à l'aise. Ça, c'est la facilité, ça, c'est l'abandon. La souveraineté, c'est de faire respecter un réseau social en Europe ou en France, les règles de l'Europe et de la France. Alors, conséquence de l'arrivée, de la prise de fonction de Trump sur l'Europe de la défense et sur la défense européenne. Trump qui menace de quitter l'OTAN, est-ce que c'est un risque ou c'est une chance pour l'Europe ? Et pour le moment, c'est un risque, parce que les États-Unis apportent une contribution. Oui, parce que est-ce que l'Europe est capable de se défendre toute seule si les États-Unis décident de se retirer ? Mais elle doit s'y préparer beaucoup plus. Le ministre des Armées disait il y a quelques jours que l'Europe n'investit pas assez dans sa défense. Mais est-ce que l'ancien ministre de l'économie considère qu'il y a assez d'argent pour le faire dans les caisses de l'État ? Enfin, on reparlera de la question budgétaire sans aucun doute, mais quand vous voyez la menace existentielle que fait peser sur l'Europe l'agression russe, les ingérences étrangères, vous comprenez bien que c'est pas négociable. Et puis, et je le dis ici sans chauvinisme, la France investit dans sa défense. Elle peut faire davantage, elle fait faire davantage grâce à la loi de programmation militaire qui a été voulue par le président et qui est mise en œuvre. Mais nous ne sommes pas les seuls en Europe. Et quand vous échangez avec vos homologues polonais qui investissent énormément dans la défense et qui demandent à d'autres pays européens du centre de l'Europe d'investir davantage, vous voyez l'urgence. Donc, ce n'est pas uniquement une question française. Mais je le dis pourquoi ? Parce que avec Trump, je disais, Trump va mettre l'Europe à bout de nerfs, à l'épreuve de ses nerfs. Si Trump devait sortir, il sortirait sans doute avec véhémence, brutalement, de manière désordonnée. Et nous aurions besoin très vite de monter en puissance. Je ne pense pas honnêtement que la situation se pose en ces termes-là aujourd'hui parce que l'alliance entre l'Europe et les États-Unis est extraordinairement forte, mais c'est extrêmement important qu'aujourd'hui nous arrêtions de compter sur d'autres que nous-mêmes. C'est ça la leçon de Trump. Les visées de Trump sur le Groenland,
Qu'est-ce que ça vous inspire? Avec cet échange violent entre le président américain et la première ministre danoise, selon le Financial Times. Oui, vous voyez bien la rhétorique de Trump. L'idée, c'est de dire quelque chose de totalement inacceptable et scandaleux. Et puis, si ça va trop loin, de dire c'était une manière de parler, je plaisantais. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'intimidation. L'intimidation, et d'intimidation, mais on n'a pas entendu beaucoup de réactions au niveau européen. Alors, il y a eu quelques réactions au niveau européen. Il y a eu la réaction de la première ministre danoise. Il est hors de question. Bien sûr, parce qu'elle est concernée directement. Il est hors de question, absolument. Il est hors de question de laisser une once d'espace à Trump pour ne serait-ce qu'envisager de nous intimider et d'intimider notre souveraineté. Et on pourrait dire... Mais l'Europe en a les moyens? Mais elle doit s'en donner les moyens. Et pardon, mais s'en donner les moyens, ça commence par avoir le courage de le dire. Et oui, parfois, la diplomatie européenne est un peu timide. Parfois, la tonalité est un peu douce. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous allons sans doute devoir changer de registre, nous aussi. Alors, le volet et le dossier économique. Trump, vous en attendez quoi? Vous en redoutez quoi? Je crois que Donald Trump a mené un premier mandat qu'on a eu le temps d'analyser, de regarder avec des débuts parfois un peu confus, chaotiques. Je crois qu'il faut se dire aujourd'hui que Trump revient déterminé, conscient de ce qu'il veut faire et de son agenda, qui est d'abord un agenda politique. Pourquoi c'est d'abord un agenda politique? Tous les économistes ont montré que les mesures qu'il prenait de barrières douanières ou commerciales étaient mauvaises pour les Américains eux-mêmes, que ça coûtait du pouvoir d'achat de ne pas pouvoir acheter de l'étranger. Mais ce n'est pas son problème. Son problème, c'est d'afficher un agenda politique. Donc Trump n'aura pas peur de faire mal à l'économie mondiale. Trump n'aura pas peur n'aura pas peur de faire mal à l'économie européenne. Ce qu'il faut craindre, ce sont des mesures rapides, brutales, ciblées, qui viendraient toucher directement des secteurs économiques d'activité français et donc nos emplois, nos usines. Alors justement, d'abord, est-ce que la France est prête à cette guerre commerciale que Trump lui promet? Et ensuite, quelles seront les conséquences de cette guerre commerciale sur fond de politique protectionniste américaine? La réponse, d'abord, ne peut être qu'européenne. Alors, quand on le dit, on pense Est-ce que vous sentez les pays européens être unanimes là-dessus? Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la métaphore du président de la République sur les herbivores et les omnivores. Aujourd'hui, on ne boxe pas dans la même catégorie. Aujourd'hui, on n'est pas dans la même échelle de temps. Vous parlez de la France et de l'Allemagne, par exemple? Je parle de l'Europe ensemble face aux États-Unis. Alors bien sûr, c'est plus difficile de se mettre d'accord à 27 que seul avec un président qui décide de tout. Mais il est temps de se réveiller et de se réveiller tout de suite. Parce que si vous voulez répondre vite à des mesures protectionnistes, vous ne pouvez pas attendre 6 mois, 1 an ou 2 ans pour espérer avoir un résultat ou une réaction. Sinon, entre-temps, le président américain, il n'a pas pris une mesure protectionniste. Il a pris 50 mesures protectionnistes et votre industrie est touchée. Alors, les conséquences pour l'économie et l'industrie française? D'abord, les États-Unis sont un partenaire commercial extraordinairement important. Je sais que c'est pas très à la mode de parler de commerce international, on voudrait tout arrêter, les nationalistes de tous bords, d'extrême droite comme d'extrême gauche veulent tout arrêter, mais la France bénéficie du commerce avec les États-Unis. Nos agriculteurs en bénéficient, nos industriels en bénéficient. Donc si Trump décide du jour au lendemain, pour quelques produits agricoles, industriels, particulièrement produits en France ou ailleurs en Europe, de mettre des barrières douanières très importantes, c'est des dizaines, des centaines, peut-être des milliers d'emplois qui seront très vite directement concernés sur notre sol. Et évidemment, à court terme, regardez l'impact qu'a eu la décision. Et quand vous dites à court terme, ça veut dire d'ici combien de temps? Ça veut dire très vite, une fois que les décisions seront prises, en quelques semaines et mois. Avant l'été? Ça dépend des décisions qu'il prend lui. Regardez l'impact qu'ont eu les sanctions chinoises sur le cognac en France. C'est tout un secteur qui est menacé, c'est tout un territoire qui est menacé. Donc là, la naïveté, l'angélisme, les non-papers, comme on dit au niveau européen, ce ne sera pas à la hauteur. Non-paper, pour nos auditeurs, ça veut dire quoi? C'est un non-papier, c'est un papier préalable à une décision. Alors, il y a un secteur de l'économie qui peut souffrir, c'est a priori l'industrie automobile. Vous confirmez? C'est un des secteurs qui est très exposé à la concurrence internationale. L'un des secteurs, c'est-à-dire préciser les choses. Un des secteurs économiques et industriels. Vous parlez bien de l'industrie automobile. L'automobile risque d'être prise en étau dans la guerre commerciale américano-chinoise. Et je le dis en passant. Donc en France, En France, en Europe et en particulier en France, ce qui est encore plus gênant, c'est que c'est précisément cette année que doivent rentrer en vigueur, tenez-vous bien, des sanctions européennes contre nos propres constructeurs parce que nous n'allons pas assez vite dans l'électrification des parcs. Donc qu'est-ce qu'il faut faire?
Et après, on reparlera des conséquences. Il faut évidemment mettre en pause ces sanctions, mais tout de suite. Vous imaginez mettre en pause des sanctions contre les constructeurs. Les constructeurs qui ne les respecteraient pas. Des amendes qui pourraient aller à des milliards d'euros. Mais posons-nous un instant. Vous êtes un constructeur automobile. Vous êtes encore en train de construire, d'assembler en Europe. Vous allez devoir faire face à la concurrence chinoise, la concurrence américaine, la guerre entre les deux qui fait que vous serez au milieu et vous serez sur le champ de mine, et l'Union européenne toque à votre porte en disant « Comme vous n'avez pas été assez vite dans l'électrification de vos véhicules, je vais vous mettre 1 ou 2 milliards d'amendes. » Mais on se tire tout seul une balle dans le pied. Et ça veut dire que le tout électrique il doit être reporté à plus tard ? On peut pour le moment garder l'horizon de 2035. C'est un bon horizon parce que de toute façon, l'électrique, c'est une course de vitesse. Mais tuer aujourd'hui, taper aujourd'hui dans le tibia, tacler des entreprises qui sont en train d'investir, qui sont en train de faire la transition, alors même que la conjoncture mondiale est très dure, ça n'a aucun sens. C'est même pire, c'est un contresens. Est-ce que vous dites que l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche peut signer la fin de l'industrie automobile en France, à l'image de ce qui s'est passé pour la sidérurgie dans les années 70 ? Et nous avons Est-ce qu'on peut assister à la mort de l'industrie automobile française ? Nous avons une industrie automobile européenne et française qui est en très grande difficulté. Cette difficulté peut devenir une agonie si la guerre commerciale s'accélère, s'accentue, et si, parce que les Chinois et les Américains provoquent et utilisent l'Europe comme terrain de bataille supplémentaire, eh bien nous ne sommes pas à la hauteur, nous ne sommes pas capables de les protéger. Donc ça passe par arrêter de taper nous-mêmes sur nos constructeurs, et ça passe par les amendes, ça passe par les amendes, et ça passe par continuer à aider nos constructeurs à acheter plus de voitures européennes en Europe. Vous avez vu ce qu'a dit Trump ? Trump a dit « Je trouve qu'il y a trop de voitures européennes aux États-Unis ». Et nous, on sanctionne nos propres constructeurs, franchement. Ça veut dire que l'industrie automobile française, elle peut disparaître ? Ça veut dire que l'industrie automobile française est aujourd'hui à un moment complètement pivot. Soit c'est le redressement, la transition vers l'électrique, la commande publique qui permet de les soutenir, le soutien à l'investissement et à l'achat de ces véhicules en Europe, soit ce sera, la difficulté, la blessure et l'agonie. L'agonie, ça dure combien de temps, une agonie ? Ça peut durer très longtemps, mais c'est d'abord les emplois, les femmes et les hommes qui travaillent partout en France. On a quelques exemples en ce moment. Mais est-ce que vous parlez donc de l'Europe et la France prise en étau entre le marteau US et l'enclume chinoise ? Est-ce que c'est pas irréversible ? Ce qui est irréversible, c'est le fait qu'on vit dans une jungle économique. Vous savez, ce qui me frappe beaucoup, on est régulateur, étatiste, socialiste pour notre propre économie, mais alors au niveau européen, c'est les portes grandes ouvertes. Moi, je pense qu'il faut faire absolument le contraire. Je pense qu'il faut être pro-business, soutenir nos entreprises, les aider à investir en France et en Europe, mais par contre, résister et être à la hauteur au niveau européen. Est-ce que ça suffira ? C'est pas écrit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de ne pas le faire, c'est nous condamner. Alors, donc Trump président, ça change quoi au niveau de la dette, des déficits, de la croissance et de l'emploi en France ? On verra dans les prochaines semaines quelles seront ces décisions. Ce qui est une évidence. Mais votre pronostic, c'est quoi ? Ce qui est une évidence aujourd'hui, c'est que la croissance américaine, la croissance des États-Unis de Donald Trump, elle est forte. Aux États-Unis, on crée beaucoup d'emplois, on crée de la richesse, on a de l'innovation. C'est pas un hasard que Musk soit américain et que les entreprises, que les grands géants du numérique. Et la plupart des leaders de la high-tech américaine étaient à la cérémonie des investitures de Donald Trump. Absolument, et ils se sont tous ralliés parce qu'ils ont vu les conséquences. Nous, en Europe, on a des startups incroyables, y compris dans la tech, mais qui parfois se font racheter même par les États-Unis. Mais alors, les conséquences ? Les conséquences, c'est que quand vous êtes face à la dette qui est la nôtre en France, vous avez 2 leviers d'action. Le premier, pardon, je le rappelle, c'est jamais très glamour, mais comme je vois qu'on l'oublie parfois en France, surtout à gauche, c'est des économies. On vit au-dessus de nos moyens, on dépense trop, on taxe trop. Donc, il faut faire des économies sur le train de vie de l'État, il faut dépenser moins, il faut embaucher moins de fonctionnaires, ça c'est la base. On va en parler. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut soutenir notre économie. Parce que la dette, c'est de la dépense publique et de la croissance. Donc, il faut soutenir la croissance, il faut investir dans nos entreprises, il faut faire attention aux impôts. Il faut faire attention On va en parler impôts. puisqu'on va parler du budget, mais d'abord, François Bayrou, il mise désormais sur une croissance de 0,9% en 2025. Est-ce qu'il est trop optimiste ou trop pessimiste ? Je pense que ce sont des estimations qui ont du sens aujourd'hui. Mais est-ce que... Allez-y, pardon. Aujourd'hui, mais demain, s'il y a un choc commercial majeur
avec Donald Trump qui prend des mesures qui ciblent l'automobile européenne, l'agriculture française et européenne. Si la guerre chinoise fait que la guerre commerciale avec la Chine ou avec les États-Unis s'accentue et fait que nous n'arrivons pas à acheter un certain nombre de produits et qu'il y a de l'inflation, ce ne sera pas sans doute cette croissance-là. Ça sera quoi, est-ce que ça veut dire est-ce que la croissance française peut avoisiner les 0%? Ça veut dire que l'Allemagne est en récession aujourd'hui. Et que elle peut entraîner la France dans sa récession. L'Allemagne a zéro de croissance. Ça veut dire que, vous savez, on a longtemps parlé de l'Allemagne comme un modèle. Le moteur européen. Aujourd'hui, le moteur allemand, il est à l'arrêt. L'extinction du deuxième moteur européen que serait la France serait terrible pour l'Europe. Mais terrible. La croissance française, ça peut être 0 en 2025. Mais s'il y a des chocs, ça peut effectivement avoisiner ce niveau-là. Mais on le saura quand? À la fin de l'année, mais ça peut aussi être... Non, mais il peut y avoir des signes... avant-coureurs. Mais ça peut être à l'inverse. Ça peut être à l'inverse une année où la France, parce qu'elle ne taxe pas trop ses entreprises, parce qu'elle investit dans l'innovation, dans l'écologie, peut aussi montrer un autre chemin et tenir une croissance importante. Ça veut dire que Trump, il est en train de, par ses décisions, par ses décrets, il est en train de taillader la croissance française et européenne? Non. Ça veut dire que Trump, comme souvent avec les personnalités qui viennent tester, qui viennent parfois nous mettre dans l'adversité, Trump nous révèle. Trump révèle notre difficulté à réagir vite. Trump révèle nos propres faiblesses, la dépense publique trop élevée, le manque de soutien aux entreprises, aux personnes qui au quotidien travaillent et créent de la richesse en France. Et donc Trump nous donne aussi une occasion incroyable, c'est celle du sursaut, celle du réveil français et européen. Alors, ça nous conduit à parler du budget, puisqu'on est en pleine séquence budgétaire. Le budget de 2025, dans ce contexte, qui a été adopté par le Sénat, il va dans le bon sens ou pas? J'ai été aux manettes pendant quelques mois et donc je peux vous dire très sereinement, vu la situation du pays, la gravité de la situation de nos finances publiques, il vaut mieux un budget, même insatisfaisant, que pas de budget. Il vaut mieux un budget, même avec un petit peu d'impôts, que pas de budget du tout, parce que la France ne peut pas se permettre 2 censures du gouvernement à 3 mois d'écart, 2 fois un budget rejeté. Le budget, c'est ce qui fixe le cadre économique. Vous avez des chefs d'entreprise, moi je suis député de Haute-Savoie à Annecy, qui me disent toute la journée, un cadre, par pitié, retrouvons de la stabilité. L'économie a besoin de stabilité. Donc il faut un budget, même quand c'est insatisfaisant, même quand ça veut dire faire des compromis où j'ai entendu des concessions remarquables. Mais il va dans le bon sens, le budget tel qu'il a été voté par le Sénat ou pas? Déjà, il a été voté par le Sénat, c'est une bonne chose. Il va y avoir une commission paritaire où les députés et les sénateurs vont devoir se mettre d'accord. Je pense, j'espère, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, que les parlementaires auront l'esprit de responsabilité pour arriver à un compromis. Maintenant, effectivement, nous avons besoin d'afficher une réduction des dépenses publiques et des déficits. On va préciser les choses. D'abord, quelques questions sur quelques points du budget ou de demandes en ce qui concerne le budget. Les 7 heures de travail non rémunérées, est-ce que c'est une bonne idée? C'est quelque chose qui renvoie au fait qu'on ne travaille pas assez en France. C'est vrai ou pas? On travaille beaucoup moins que les Allemands, on travaille beaucoup moins que la moyenne. C'est un handicap pour la France, ça. Mais c'est un handicap énorme pour la création de richesse. Mais vous avez remarqué qu'on a fait une réforme des retraites il y a quelques temps, pas très populaire, que tout le monde veut démonter. Mais aujourd'hui... Et c'est une bonne chose, ça serait une bonne chose à démonter ou pas? Il faut surtout pas... Puisque c'est une concession qui a été consentie aux socialistes. Ce qui a été consenti, c'est d'en discuter. Et très bien, ça peut être amélioré à la marge. Mais en Allemagne, c'est 67 ans. En Espagne aussi. En Espagne, c'est 67 ans, gouvernement social-démocrate. En Italie, on réfléchit jusqu'à 69 ans à des qualifications. Ça veut dire qu'en France, il faudrait aller jusqu'à 67 ans? Et en France, on est en train de se demander tous ensemble si on ne devrait pas passer de 64 à 62. C'est anachronique, c'est insensé. C'est insensé. Est-ce que ça veut dire qu'en France... C'est pas rendre service à la population que de mentir comme ça sur les besoins du pays. Est-ce que ça veut dire qu'en France, il faut dire aux Français, vous êtes ancien ministre de l'économie, un jour... Rapidement, il faudra aller à 67 ans. Il faudra sans doute revoir cette réforme de manière générale parce qu'il reste un déficit. Il y a aussi la question de la réforme des agents publics, des fonctionnaires, qui n'est pas à l'équilibre. Il faudra travailler davantage. Ça, c'est une évidence. Et tout ça, est-ce que c'est des décisions qui peuvent être prises avant la présidentielle de 2027 ? C'est toute la difficulté. Vous avez vu l'éclatement du Parlement. Je vais vous dire franchement ce que je crois. Il est dans l'état actuel parlementaire et politique du pays quasiment impossible de mener une réforme d'ampleur, en particulier économique. Mais ce qu'il est possible de faire, c'est grave, mais c'est la situation politique du pays. Ce qu'il est possible de faire, c'est faire voter le budget en consentant des concessions aux socialistes. Les socialistes qui comptent arracher de nouvelles concessions avant le vote du budget. Est-ce que c'est légitime ? Est-ce que les concessions déjà consenties au Parti socialiste vont dans le bon sens ?
est-ce que vous dites que tout doit être fait pour éviter une censure des socialistes, ou est-ce que vous dites que ça commence à faire beaucoup? La première chose, c'est que les socialistes ont retrouvé le chemin de la raison. Mhm. Je ne sais pas si c'est la bride mélenchoniste qui s'est relâchée, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, maintenant, les socialistes acceptent de négocier et plutôt que de laisser le gouvernement dans la main du Rassemblement national, font honneur à leur histoire de parti de gouvernement, qui a eu de président de la République, et discutent très bien. Bon, ça permettra, je l'espère, d'avoir un budget pour la France, même si c'est Quitte pas... à faire des concessions complémentaires. Oui, mais vous savez, on est le seul pays en Europe à ne pas savoir faire de coalition et de concessions. Non, mais ça veut dire qu'il y aurait une coalition avec la gauche? Ça veut dire que Non, pour faire LFI. passer le budget, il faudra un accord. Et que cet accord... Y il est compris avec de nouvelles concessions. Mais D'accord. cet accord, il doit pas être infamant. Ouais. C'est pas grave de faire des concessions et c'est normal que ça coûte. Maintenant, j'ai entendu le responsable du Parti socialiste dire il faut des concessions remarquables. Bon, je constate que pour le moment, les concessions, elles sont surtout remarquables par leur coût. Les jours de carence pour la fonction publique, C'est terminé. Les fonctionnaires dont on pouvait en embaucher moins pour l'année prochaine, Notamment dans l'éducation, c'est fini. c'est terminé. Je le dis quand même en passant. C'est une erreur? Je constate aujourd'hui en l'état qu'on va embaucher plus de fonctionnaires l'année qui arrive. Mettons-nous une seconde, y compris pour les auditeurs. Vous avez une entreprise, vous avez une organisation, vous êtes à la tête d'une collectivité locale, d'une mairie. Vous avez 6% de déficit et 3 000 milliards de dettes. Est-ce que vous embauchez davantage l'année d'après? Non, évidemment. Et pourtant, c'est ce qui va être fait. Et parce que donc ça veut fait dire que partie François des Bayrou compromis. a fait de mauvais choix? Non, ça veut dire que François Bayrou, son gouvernement, fait tout pour qu'il y ait un budget et il a raison. Mais ça veut dire aussi que il n'est pas interdit pour le Parti socialiste de s'inquiéter du déficit. C'est pas interdit quand on est de gauche de se demander comment on pourrait dépenser moins d'argent. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une seule concession du Parti socialiste, une seule demande du PS qui porte sur des économies? Est-ce que, puisque vous avez été ministre de l'économie, la France est en état de faillite ou pas? Non, la France, c'est pas la Grèce. La France n'est pas en état de faillite, mais ça veut pas dire que c'est pas grave. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on dit souvent, c'est la France qui sera rattrapée. Si elle va trop loin, il y aura le FMI, l'Union européenne qui viendra toquer à notre porte. Et je vais le dire très simplement, c'est pas vrai. Personne ne viendra nous sauver. Parce que nous sommes un grand pays et que nous devons nous débrouiller tout seuls. Donc si nous ne faisons rien, on passera de 5 à 6 à 7% de déficit, de 3 300 à 3 500 à 3 700 milliards de dettes. La dette coûtera horriblement cher. Ça deviendra le premier poste de dépense de l'État. En 2027, si on continue comme ça, le premier budget, ce ne sera pas l'éducation, ce ne sera pas la sécurité, ce sera juste rembourser les intérêts de la dette. Et est-ce que ça, c'est pas tout bénéfice pour Marine Le Pen? C'est tout bénéfice pour ceux qui... Ou éventuellement Jean-Luc Mélenchon? C'est tout bénéfice pour ceux qui visent à affaiblir la France en se disant « ma seule chance d'arriver au pouvoir, c'est que ce soit le chaos ». Et il y a deux personnalités, entre autres, qui visiblement se retrouvent dans ce raisonnement. C'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui ont voté la censure, qui ont fait tomber le gouvernement de Michel Barnier en se disant « ça va coûter cher aux Français ». Ça va créer de l'instabilité pour les chefs d'entreprise, mais c'est pas grave parce que le chaos, le bazar, c'est bon pour le populisme. Et là, on vit le chaos, on vit le bazar? Ou on est en train de sortir du chaos et du bazar? Qui peut dire que la situation du pays est stable? Évidemment qu'elle est extrêmement instable. Et donc, on s'accroche semaine après semaine. C'est le principe de l'accord qui doit être trouvé pour le budget, pour essayer de passer les jalons au moins essentiels. Votre pronostic, c'est que le Parti socialiste ne votera pas la censure sur le budget? Mais je crois que si le Parti socialiste votait la censure une deuxième fois, à 3 mois d'écart, après autant de concessions, ça le mettrait définitivement dans une situation d'irresponsabilité. Et je pense que ce serait une erreur monumentale. Bruno Retailleau, il a durci les règles de régularisation des travailleurs sans papier. Vous y êtes favorable ou pas? Ça dépend. En corrigeant la Je veux circulaire dire Valls. très simplement parce que c'est très difficile de se prononcer en général sur ces questions-là. Je vais vous prendre un exemple, deux exemples très concrets. Vous avez le cas d'une personne qui est arrivée illégalement sur le territoire français, qui est clandestin. Sa vocation, c'est de rentrer dans son pays d'origine. Si cette personne est arrivée en France il y a quelques mois ou quelques années, qu'elle ne travaille pas, qu'elle n'a pas de famille, qu'elle cotise pas, il n'y a pas de doute. Il faut évidemment durcir les règles et que cette personne soit envoyée. Si cette personne est plongeur, fait la vaisselle dans un restaurant depuis 3, 4, 5 ans, comme ça arrive souvent, a une famille, reçoit un bulletin d'impôt. Frédéric Aziza, il y a des clandestins qui payent des impôts, qui payent des cotisations. Est-ce qu'il n'est pas logique et intelligent au cas par cas de régulariser? Donc ça dépend des situations. Je crois que c'est pas un sujet sur lequel il faut vouloir faire de l'idéologie. Alors vous êtes arrivé en politique avec Emmanuel Macron en 2017, c'est bien ça? Oui. Le bilan du macronisme, il est globalement positif ou globalement
négatif. Et il n'est pas fini surtout. J'ai bien... On va parler des 7 dernières années. J'ai bien entendu les velléités des uns et des autres qui veulent clore l'épisode, mais la réalité c'est que le président de la République, il l'a dit, il exercera son mandat jusqu'au dernier quart d'heure et qu'il y a beaucoup à faire, pas seulement au niveau international. Je vous prends un exemple qui préoccupe tous les Français, l'éducation. On a dédoublé les classes en primaire. On a transformé le collège, on va continuer. On a transformé le lycée pro, le lycée professionnel. Pourquoi ? Pour que les jeunes trouvent davantage leur voie et y arrivent. Comme on arrive à la fin de l'émission, bilan globalement positif ou pas ? Sur le plan économique, notamment, le président de la République a permis que la France redevienne attractive et cesse d'être vue partout dans le monde comme un pays anti-entreprise. Ça, c'est un bilan extrêmement précieux et je peux vous dire qu'il ne tient qu'à nous de le maintenir et que ça passera sans doute aussi par un effort collectif. Effort collectif, dernière question, le socle commun, est-ce qu'il joue son rôle ? Les rivalités entre Renaissance, votre parti, et LR de Laurent Wauquiez ? C'est normal qu'il y ait des dissensions sur certains sujets, qu'il y ait des désaccords. C'est pour ça qu'on est dans des partis politiques différents. Mais il n'y a qu'en France qu'on a du mal à comprendre que après une élection, quand on n'a pas seul la majorité, il faut s'entendre avec des gens avec qui on ne partage pas tout. Et bien peut-être que c'est l'occasion de le faire et de l'apprendre pour la suite. Merci en tout cas Antoine Armand d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J, puis à dimanche prochain. Merci à vous.